Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. D'ici une dizaine de jours, plusieurs millions de Français vont perdre leur passe vaccinal. Ils rejoindront alors la grande famille des parias, privés de restaurants, privés de cinéma, privés de théâtre, privés d'hôpitaux même. Jusqu'à quand les Français vont-ils tolérer cela? Que va changer la présidentielle? Avant de répondre à ces questions, comme chaque semaine, n'oubliez pas de partager, de commenter et bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air. C'est parti! Et à mes côtés aujourd'hui pour cette émission, Yvan Rioufol. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes journaliste, éditorialiste au Figaro, également chroniqueur sur CNews, on vous voit régulièrement. Et vous venez de publier Journal d'un paria. Le paria, c'est vous, vous allez l'expliquer. C'est donc la compilation de vos bloc-notes 2020-2021, de janvier 2020 à décembre 2021. C'est publié chez l'Artilleur et les téléspectateurs peuvent évidemment faire l'acquisition dès à présent sur le site de tvliberté.com. Alors, Yvan Rioufol, je réfléchissais en préparant cette émission et je me disais, Yvan Rioufol, quelque part, c'est l'homme que les Français ont vu régulièrement à la télévision, l'homme que les Français ont lu dans Le Figaro, qu'on résume parfois en parlant des pages saumon du Figaro, l'homme que l'on voit respectueux des règles, des lois. Et on se dit aujourd'hui, Yvan Rioufol, finalement, c'est plus qu'un paria, c'est un punk. Écoutez, un punk, si vous voulez, dans le fond. Mais j'ai toujours été habité par une sorte d'esprit libertaire. En tout cas, pour répondre à votre question, il est vrai que je me suis construit dans mon adolescence dans une sorte d'anarchisme romantique, naturellement. Ensuite, j'ai été très réceptif à tout ce que j'ai pu lire des auteurs qui décrivaient les mécanismes du totalitarisme. Solzhenitsyn, du totalitarisme des pays de l'Est, des pays en Chine, en Amérique du Sud, etc. Et je me suis construit d'abord donc sur un refus des règles, en effet, sur un amour immodéré de la liberté et sur une exécration de tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à la pensée conforme, aux autorités déplacées. Et effectivement, de ce point de vue-là, je me suis longtemps considéré comme étant un libertaire, en effet. Alors maintenant, j'ai vieilli, je suis devenu un libéral, plus simplement. Non pas un libertarien, un libéral. Mais malgré tout, je reste rétif aux obéissances, quand ces obéissances me semblent exagérées. Et c'est en cela que, outre les 2 années de bloc-notes, j'y ai rajouté un petit essai assez court de 60 pages sur mon expérience de paria, parce que quand le 12 juillet de l'année dernière, le président de la République nous a expliqué que ceux qui n'auraient pas le pass sanitaire seraient exclus d'un certain nombre de lieux, les cinés, les bistrots, etc., je me suis dit que je rentrais en exil intérieur, dans le fond, et que je n'allais pas participer à ce monde-là, parce que ce monde-là, je le refuse, tout simplement. Je refuse ces règles, j'accepte beaucoup de me plier à toutes les obligations, naturellement, mais pas à celle-ci. Et donc j'ai refusé le pass sanitaire, comme beaucoup d'autres, et donc d'où ma condition dite de paria. Il y a des parias qui sont plus malheureux que moi, bien entendu, mais en même temps, beaucoup de Français ont connu cette frustration, cette ségrégation, une ségrégation sanitaire, une ségrégation vaccinale depuis, qui m'exclut, qui nous exclut d'un certain nombre de lieux, alors que nous payons nos impôts et que nous aurions droit, malgré tout, à tous ces accès. Donc j'ai trouvé ça, et je trouve toujours ceci insupportable. Alors ce qui est amusant aussi de vous lire, c'est que comme je l'ai dit, ça commence à janvier 2020, donc finalement c'est le début de la crise du Covid-19. Vous le dites à plusieurs reprises, vous avez changé aucune ligne non, il n'y a pas une virgule de changer. Et on se rend compte qu'un peu comme tout le monde, il faut le dire, au début de cette crise, tout le monde se dit, bon, on va écouter ce que dit le gouvernement, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est ce que je dis d'ailleurs, tout simplement. Je pense que c'est dans les premières chroniques où l'épidémie commençait à apparaître, alors ça doit être janvier, février, peut-être janvier, il y a même une chronique dans laquelle je dis, oui, il faut pour l'instant se mobiliser et soutenir la parole présidentielle, parce qu'il m'arrive rarement de dire cela, mais comme on nous annonçait 500 000 morts en France et qu'on n'avait pas les éléments de comparaison et que le ciel nous tombait sur la tête, moi-même, j'ai repris ce chiffre de 500 000 morts en disant, bon, quand même, il y a quelque chose de sérieux, il va falloir arrêter de rigoler, parce que jusqu'alors, le gouvernement nous disait, non, mais c'est pas si grave, Madame Buzyn disait que bon, le risque était faible, voire inexistant. C'était loin, les frontières pouvaient être laissées ouvertes, il n'y a pas besoin de masque, pas besoin de test, enfin, vous connaissez tout ça. Et donc, il y a un moment de sidération, et donc, je participe, moi aussi, bien sûr. Je participe même sur les balcons à applaudir les personnels de santé, parce que je suis, à ce moment-là, un bon citoyen, et je me dis, je joue le jeu, je n'ai pas d'a priori, je suis un journaliste. Je regarde les faits, etc. Et puis, très vite, à un moment donné, quand même, au bout de, alors je me souviens plus, c'est 15 jours, 3 semaines, mais enfin, on voit bien dans l'évolution des bloc-notes
que je me rends compte qu'il y a quand même peut-être une exagération dans la description, d'autant que ceux des médecins ou des scientifiques qui commencent à parler et qui nous disent non mais attendez, c'est pas aussi grave que ça, c'est pas le typhus, c'est pas la peste noire, il y a pas des millions de morts, etc. Immédiatement sont interdits d'antenne, sont interdits de propos, et donc je me dis là, je commence à reconnaître déjà les prémices précisément de cette pensée totalitaire. Qui m'a construit dans l'opposition de quoi je me suis construit. Et donc je regarde plus attentivement les choses, j'essaie de faire preuve d'un minimum d'esprit critique comme tout journaliste peut en avoir, et je me rends compte assez vite qu'il y a une sorte d'unanimisme quand même qui se construit. Mais en place, oui. Un unanimisme médical, scientifique, politique, international, et un unanimisme médiatique également au sein de ma profession, au sein de tout le monde. On commence à dire non, mais il faut la parole officielle est la parole qu'il faut écouter, et l'on commence à exclure du débat non seulement ceux qui disent que c'est pas grave, mais également les médecins qui disent qu'ils peuvent soigner avec les molécules qu'ils ont. Il y a cette fameuse affaire Raoult qui devient le symbole dans le fond d'une sorte de rébellion qui n'a pas lieu d'être, parce que Raoult dit moi je peux soigner avec ce que je connais, c'est pas extraordinaire, mais on ne va pas attendre d'avoir des bouées homologuées avant de jeter une bouée à un noyer. Donc je comprends tout ça. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement commence à se raidir et à dire que non, il ne faudra pas soigner sinon avec du Doliprane, on n'aura pas le droit de soigner avec l'hydroxychloroquine, ni même l'ivermectine, etc. Et donc une sorte de chape de plomb, de sanitairement correct qui très vite se met en place. Et qui là commence face à quoi je me raidis en effet un peu plus en me disant qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le fond. Et ensuite j'essaie d'analyser au fur et à mesure tous ces événements en ayant en tête tout de même que en me posant la question de savoir si derrière cette panique organisée, derrière ces marchands de peur, il n'y aurait pas derrière cette crise sanitaire une manipulation politique, en tout cas une manière politique d'affirmer un pouvoir qui par ailleurs est un pouvoir très émollient, parce que l'on voit bien que le pouvoir est devenu très évanescent, ça ne date pas de Macron, mais enfin que la condition des cités, pour ne parler que d'elle, n'existe que parce que le pouvoir n'a plus d'autorité, etc. Et je vois que le pouvoir a envie de se refaire une vertu en mimant un autoritarisme auprès de ceux qui sont les plus vulnérables, c'est-à-dire des citoyens isolés à qui l'on dit... et qui sont habitués à obéir, finalement. Et qui sont habitués à obéir, et qui sont bons bougres, et qui obéissent, bien sûr, et qui obéissent même avec une sorte d'infantilisation. Parce qu'on voit apparaître, outre la fabrique de la peur, très vite, on voit apparaître également la fabrique de l'infantilisation. Ça va de pair. Et parallèlement, on voit apparaître la fabrique de la dépolitisation. Oui, ces trois éléments apparaissent assez vite, parce qu'ils étaient déjà, dans le fond, contenus dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que la dépolitisation l'était avec cette peur construite autour du réchauffement climatique puis du populisme. L'infantilisation l'était avec cette manière dont Macron avait l'air de se présenter comme étant le protecteur de tout le monde et que nous étions simplement aptes à répondre à ses commandements. Etc., etc. Donc voilà, je décris tout ça, et effectivement c'est intéressant à la relecture, et même moi je me suis réintéressé à tout ça, parce que c'est des choses qu'on oublie, que j'oublie. Oui, bien sûr. Et il est intéressant de voir comment ce phénomène d'instauration d'un ordre nouveau, d'un ordre sanitaire, d'un ordre hygiéniste, d'un état hygiéniste, s'impose à un moment donné au cœur d'une idéologie, dans le fond, une idéologie qui ne veut voir que la vérité officielle. Le parti a toujours raison, il n'y a pas d'alternative, ne cesse de nous dire Gabriel Attal, il n'y a pas d'alternative. Comme les partis communistes disaient, le parti a toujours raison, et il faut filer droit. Et ceux qui ne filent pas droit, dont je suis, commencent à avoir une vie compliquée. Ils commencent à avoir des sortes de violences sur les réseaux sociaux. Vous avez plein de médecins de plateau qui fulminent contre ceux qui les contredisent avec des insultes invraisemblables. Je n'ai jamais lu autant d'insultes de ma vie que sous la plume de médecins honorables, enfin prétendument honorables, souvent attachés à l'AP-HP, à l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui essaye d'instaurer visiblement une sorte de pouvoir politique au cœur du pouvoir politique, et l'on voit qu'il y a une sorte de coup d'État sanitaire. On a le sentiment aussi qu'il y a une forme d'escalade, puisqu'on a vu assez récemment Martin Hirsch, qui est donc le patron de la PHP, commencer à avancer ces fameuses questions, qui étaient d'ailleurs légion dans tous les médias, la question de savoir si les personnes non vaccinées ne devraient pas payer leurs frais hospitaliers. Se met en place une sorte de petit comité de salut public sanitaire qu'on a connu sous la Révolution, sous la Terreur, avec des petits Robespierre en herbe, dont Martin Hirsch pourrait en être un, en effet,
et qui impose ses règles, qui impose ses règles même aux politiques, parce que le politique, visiblement, est soumis à ce que leur disent, c'est du moins ce qu'on nous explique en tous les cas. Oui, mais c'est ce que l'on voit. On voit bien qu'aujourd'hui, les médecins de plateau deviennent des hommes politiques, et d'ailleurs certains médecins font de la politique et ensuite sur les plateaux, etc. Et effectivement, Martin Hirsch va très loin dans son hubris, si je puis dire, puisqu'il va jusqu'à dire que ceux qui n'obéissent pas doivent être punis et que ceux qui n'ont pas été vaccinés et qui sont tombés malades doivent payer leurs frais d'hôpital. Pour un ancien de l'abbé Pierre, c'est pas très... Venant de l'ancien de l'abbé Pierre, et puis surtout, c'est un raisonnement, on peut le tenir, naturellement, tout s'entend, mais dans ce cas-là, il faut supprimer la sécurité sociale, il faut revenir à des assurances privées, ou alors il faut dire également à ceux qui fument ou qui boivent trop ou qui ont des comportements imprudents, qu'eux-mêmes, s'ils ont des accidents, devront payer. Donc c'est une absurdité, on est dans une sorte de terreur, et avec une impunité totale, car aucun des contre-pouvoirs, et c'est ceci qui est aussi très inquiétant, aucun des contre-pouvoirs n'a tenté de limiter l'autoritarisme d'État, c'est-à-dire que l'État seul, c'est-à-dire l'homme seul, Emmanuel Macron a décidé de nos vies intimes en claquant du doigt, en disant à un moment donné, les Français auront le droit de prendre leur café debout, assis, couchés, etc. Et c'est appliqué le lendemain ou quasiment. Donc il y a une sorte d'euphorie étatique. Et aucun des contre-pouvoirs ne vient dire que l'on pourrait peut-être être un peu plus raisonnable, ni le Conseil d'État, ni le Conseil constitutionnel, ni le Parlement, ni même notre profession. Parce que c'est aussi la profession elle-même qui applaudit à chaque fois à cette montée aux extrêmes. Qui a mis la pression parfois même sur le gouvernement pour faire notamment pour revenir au confinement. Oui, parce que les médias pensent accompagner, et ils accompagnent en effet à raison une demande de l'opinion, une demande de protection de l'opinion. Mais est-ce que c'est la demande de l'opinion qui fait ceci, ou est-ce que c'est qui fait cet ordre sanitaire, ou est-ce que c'est la propagande sanitaire qui a fait en sorte d'infantiliser l'opinion? Ça, je ne peux pas régler ce problème. Moi, je pense que c'est la propagande. Quand une propagande est bien faite, ses effets se font sentir immédiatement auprès d'une opinion qui est en demande précisément de surprotection. Et c'est ce que l'on a vu apparaître. Et moi qui avais suivi les Gilets jaunes et qui avais applaudi à la réactivité de cette société enfin réveillée, celle des Gilets jaunes, de cette société oubliée, et quand j'étais persuadé, je voulais me persuader que cette réactivité française allait perdurer, et j'ai bien vu que ma grande déception a été de voir qu'une grande partie de cette France révoltée acceptait de se remettre des pantoufles parce qu'on lui disait qu'elle allait mourir si elle sortait dehors. Donc, voilà. Dans cette fabrique du consentement, on a aussi le sentiment que les règles, les ordres, les contre-ordres ont joué un rôle capital pour perdre quelque part les Français. Parfois, les Français ne savent pas exactement ce qui va s'appliquer. Je vous propose d'écouter quelques instants Olivier Véran, notre ministre de la Santé, qui a expliqué cette semaine les nouvelles règles qui vont entrer en vigueur le 15 février. Pour bénéficier du pass, il faut qu'on ait été exposé, que notre système immunitaire ait été stimulé 3 fois, au moins 3 fois. Une stimulation, ça peut être une injection de vaccin ou ça peut être une infection. Et qu'au minimum, il faut avoir reçu au moins une dose de vaccin pour renforcer l'immunité. Si vous n'avez pas eu du tout d'injection de vaccin, même si vous avez eu 3 fois une infection, ce qui n'est pas de chance, mais ça peut arriver, là, il vous faut quand même une dose de vaccin. Cette règle-là, elle est plus simple. Donc, retenez ça. 3 injections, une injection égale une infection. Il est recommandé, chaleureusement recommandé. Bon, vous l'avez compris, Henri Oufol, il est chaleureusement recommandé au moins une dose. J'ai tout compris. C'est pérubube à la santé. On ne comprend rien. On ne comprend rien à ceci, sauf qu'il ne s'en aperçoit pas. C'est-à-dire que lui-même est pris... Il est très fier. Il est pris dans cette folie technocratique d'une succession de normes qui sont appliquées au fur et à mesure, sans savoir si ça répond aux moyens. Et la seule chose qu'on en retient, c'est qu'il faut des vaccins. Il faut se faire vacciner, alors 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc on ne comprend absolument pas. Et ça, sans se poser la question de savoir si ce sont bien les vaccins qui sont les plus utiles. Parce que la question qui est à poser, qui devrait être posée, devrait être de savoir où en est l'épidémie, peut-on la mesurer, et quelle est l'efficacité des vaccins ou des remèdes. Or, cette question-là n'est pas posée. Il est dit, par cette idéologie et son idée fixe, que ce sont les vaccins et que l'épidémie est grave. Même quand l'épidémie s'effondre, ce qui est le cas aujourd'hui, on continue à nous dire qu'il faut se faire vacciner 3 fois. Donc, on est dans un enfermement intellectuel et rien ne vient ébranler cet enfermement intellectuel au point même que le ministre de la Santé ne se rend pas compte de son ridicule
quand il commence à égrener des cas de vaccins où l'on ne comprend pas du tout où il veut en venir, sinon qu'il faut avancer pour pas tomber de vélo. C'est-à-dire que c'est une sorte de mime, d'une sorte de bougisme qui ne fuite en avant permanente, bien sûr. Voilà, je cherchais le mot, fuite en avant. On a le sentiment aussi que, quoi qu'il en soit, on ne sait pas exactement quelle est la portée, mais il faut cette fameuse piqûre, et finalement, il faut cette fameuse piqûre, pas forcément pour se protéger du Covid, dans l'esprit du ministre, mais pour aller au restaurant, quoi. Mais je pense que, au début, on nous avait bien dit qu'il fallait se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. Et puis on s'est rendu compte que ce vaccin ne protégeait pas des autres et ne se protégeait pas de nous-mêmes. Donc on aurait pu, à ce moment-là, imaginer... Vous en savez quelque chose ? J'en sais quelque chose, oui, parce que je n'ai pas été vacciné et j'ai été contaminé par quelqu'un qui l'était. Et donc, ce que l'on voit, c'est que le gouvernement se refuse à faire le bilan d'un vaccin dont il a dit que c'était la pièce maîtresse et dont on s'aperçoit qu'il ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus. C'est d'ailleurs ce que dit Raoult, il ne fonctionne plus. Or, et c'est mon interrogation, or le gouvernement s'entête là aussi à vouloir imposer cette stratégie, cette solution-là qui est obsolète. Donc là, du coup, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les gens ne voient pas qu'il y a une incongruité, une incohérence de la part de ce gouvernement à s'entêter dans une solution qui ne fonctionne pas, sinon de faire en sorte de vouloir continuer à mettre la société sous cloche, cette société qui est encore endormie, qui est encore tétanisée par cette pseudo-peur qui n'existe plus. Et je vois bien qu'en fait, la stratégie d'Emmanuel Macron, qui n'a pas beaucoup de programmes, qui n'a pas beaucoup d'idées, est de retarder, dans le fond, l'entrée dans le débat public en disant qu'il faut encore protéger davantage les Français, qu'il faut leur prendre la température, que ceci, que cela, et donc persister dans cette posture très commode, dans le fond, qui est de dire qu'il n'y a pas d'autre sujet encore que ce Covid qui demeure, même s'il est résiduel, et tant qu'il y aura un petit peu de Covid, la place ne sera pas donnée aux autres grands sujets qui seront ceux qui seront au cœur de la présidentielle, bien sûr. Alors, vous parliez tout à l'heure d'Emmanuel Macron comme d'un homme seul, parfois autoritaire, qui décide sans contre-pouvoir. Je vous propose de réécouter quelques éléments de langage d'Emmanuel Macron que l'on a vu ces dernières années. Sans faire de la psychiatrisation, vous allez voir quand même que certains posent question. Si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires. Ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Partout, nous aurons la même démarche. Reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. Nous allons étendre au maximum le pass sanitaire pour pousser le maximum d'entre vous à aller vous faire vacciner. Injecter le vaccin, la vaccination et vaccination. Vaccinez-vous, vaccinez-vous. Au-delà des 500 parrainages requis pour être candidat, notre pays devrait ajouter un autre critère, l'équilibre psychologique. Je pense que c'est important, exactement comme pour les pilotes d'avion. Bon, il faut être honnête, les montages, c'est toujours un peu à charge. Mais qu'est-ce que ça vous évoque, ces séquences ? Ça m'évoque que ce président de la République, qui avait été élu sur l'apaisement, sur la non-discrimination, sur la non-stigmatisation, est celui qui aura divisé encore davantage son propre peuple, parce que c'est lui qui aura inventé, qui aura, à travers son expression « j'ai bien envie d'emmerder les Français », qui a donc mis en place, institué une ségrégation entre les bons et les mauvais citoyens. Donc avec D'ailleurs, il le dit dans la suite de l'interview. Il le dit, donc avec une régression extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme sous la terreur, vous savez, la loi des suspects exigeait de ceux qui avaient eu leur certificat qu'ils montrent leur certificat de civisme. Ça s'appelait comme ça, je crois, un certificat de civisme ou un certificat civil. Et on demande exactement la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que ceux qui ne respectent pas... Le fameux QR code, oui. Voilà, le fameux QR code, ceux qui ne respectent pas les règles civiques, qui sont des mauvais citoyens, et ceux que le président de la République veut emmerder, ceux-là sont considérés en effet comme des sous-citoyens, et qui sont des sous-citoyens qui n'ont plus la considération de l'État, la considération de la solidarité nationale, et qui doivent maintenant payer leur santé, payer les risques qu'ils prendraient seuls, etc. Enfin bon, une société de ségrégation sanitaire faite au nom d'un hygiénisme d'État. C'est-à-dire, vous rentrez dans un autre engrenage épouvantable, qui est l'engrenage de l'idéologie hygiéniste,
le biopouvoir, qui avait été décrit par Michel Foucault à l'époque, qui est le nid du prochain totalitarisme, si celui-ci doit advenir, c'est-à-dire d'être construit sur des idées préconçues, consistant à survaloriser la santé et uniquement la santé, en sacralisant, faute de Dieu, en sacralisant les vaccins ou en sacralisant la science, sans voir qu'il y a autre chose dans la vie que cette vie nue. Oui, et puis accessoirement, en niant à la science l'importance du débat. Et en niant à la science l'importance du débat, parce que la science, c'est le doute et c'est le débat. Et là, le discours officiel est de dire il faut croire au vaccin, il faut croire en la science, donc avec une dévotion qui... Et on écarte tous ceux qui ne sont pas d'accord, qui pourraient précisément faire avancer le débat. Là, c'est le mécanisme totalitaire qui fait que les dissidents sont considérés comme étant bons à mettre à l'asile. C'est tout juste si on ne dit pas de certains qui doivent aller au cabanon, tellement il est incongru d'avoir à contredire le discours unanime. Et moi, je me suis toujours méfié de cet unanimisme-là, dès mes premiers pas dans le journalisme. Donc, oui, il y a ce risque si personne ne vient se réveiller, et j'essaye en effet de participer à ceux qui alertent sur cet hygiénisme d'État, il y a ce risque de voir cet hygiénisme être instrumentalisé par d'autres idéologies, d'autant que ce que l'on a vu apparaître avec cette passivité des Français face à cet ordre moral qui leur a pris une partie de leur liberté, on a bien monté, les Français ont montré qu'ils étaient assez peu résistants pourvu qu'ils aient leur sécurité assurée, que les Français étaient prêts à déléguer beaucoup de leur liberté au prix de cette sécurité. Et ceci est très inquiétant. Justement, vous expliquez qu'Emmanuel Macron était un président qui avait beaucoup divisé les Français. C'est aussi ce qu'on disait pendant la crise des Gilets jaunes. Et c'est vrai que cette crise des Gilets jaunes, beaucoup ont pensé qu'elle pouvait faire basculer le pouvoir. Et c'est très surprenant de voir que cette crise du Covid-19 a finalement recueilli essentiellement de la docilité de la part des Français et que finalement cette révolte qui avait réellement existé à l'époque des Gilets jaunes ne s'est pas du tout retrouvée sur ce fameux terrain sanitaire. Alors d'aucuns expliquent cela précisément par la peur de mourir et par la peur de ce virus inconnu, mais aussi effectivement par l'importance de la propagande que les Français ont eu à subir quasi quotidiennement. Oui, on a abordé un petit peu ce sujet tout à l'heure. J'en avais dit que c'était ma grande déception et qu'en effet, j'ai trouvé que la propagande avait été tellement efficace que les Français eux-mêmes avaient intériorisé le fait qu'ils étaient encore en demande de protection. C'est comme le chien à qui on enlève la laisse et qui reste auprès de sa laisse parce qu'il a été habitué à rester auprès de sa laisse. Et que l'inconnu fait peur, oui. Et que l'inconnu fait peur et qu'effectivement, la mort, la perspective de la mort qui n'a plus été posée aujourd'hui parce que l'on est dans un monde irreligieux, et dans un monde devenu un peu nihiliste, la perspective de la mort tétanise tout le monde, enfin en tout cas tétanise ceux qui n'ont pas été élevés dans tétanise ceux qui peut-être qui n'ont pas eu élevé dans une sorte de religion qui peut amener à un moment donné quand même à relativiser cette crainte de la mort, tandis que là, effectivement, je peux comprendre très bien qu'une partie de la population craignent encore de sortir sans le masque. Vous vous rendez compte, par exemple, c'est très frappant à Paris, par exemple, les gens ont encore le masque dans la rue alors qu'on sait que le masque ne sert à rien et qu'en plus il n'y a plus de virus. Mais les gens continuent à se porter le masque comme s'ils craignaient, comme s'ils écartaient la mort en portant le masque. Sacralisation du principe de précaution, oui. Et en plus avec une sorte de principe de précaution, mais absurde, parce que on sait très bien qu'aujourd'hui le masque dans la rue, si vous le portez ou vous ne le portez pas, c'est la même chose. Et donc voilà, je pense qu'il y a eu, ce que je veux dire par là, c'est que il a manqué d'un grand débat réunissant autour d'une table non pas simplement les médecins de plateau de télévision, mais également tous ceux qui sont amenés à penser à la vie, c'est-à-dire des philosophes, des religieux, des intellectuels. Et or, ce grand débat-là n'a pas eu lieu. Enfin, le pape François a appelé à la vaccination. Oui, très bien, mais pourquoi pas. Et ce grand basculement civilisationnel que je date du 12 juillet dernier, c'est-à-dire de sortir d'une démocratie libérale traditionnelle pour entrer dans une société hygiéniste avec un ordre hygiéniste, c'était quand même un basculement civilisationnel considérable. Et ce basculement s'est fait en catimini, si je puis dire. Il y a eu très peu d'intellectuels qui ont alerté. Sinon, François-Xavier Bellamy, je crois, qui à l'époque avait fait un très bon papier dans Le Figaro, plus quelques autres. Laurent Mucchielli aussi, bien sûr, dans les tribunes sur Mediapart. Je crois vous dites, pardon ? Laurent Mucchielli. Laurent Mucchielli aussi, oui, mais au tout départ, Laurent Mucchielli, il n'était pas philosophe, il était, lui... Non, c'est un sociologue. Il est sociologue, mais sur les philosophes, il y a eu très peu de philosophes, alors que c'était vraiment une matière pour eux, excusez-moi, à alerter sur la fragilité de nos libertés et sur l'excès qu'il y aurait à vouloir sacraliser une vie nue, une vie qui n'était pas remplie, qui est remplie de rien, sinon du souffle élémentaire de la vie. Donc
il y avait tous ces grands sujets qui n'ont pas été débattus et qui ont permis ce basculement vers un État autoritariste, vers même ce que j'ai pu appeler d'une manière un peu polémique une dictature sanitaire quand il s'est agi pour l'État de s'imposer face à tout le monde et singulièrement face au contre-pouvoir en dictant expressément ce qu'il fallait faire pour vivre conformément aux normes, les règles du Covid. Règles. Enfin. L'année dernière, par exemple, le Premier ministre avait fait passer un petit livret catéchiste sur, je ne sais plus comment ça s'appelait, un truc idiot, vivre solidaire chez soi, solidaire en citoyen à l'extérieur, ou je ne sais plus quoi. Enfin bon, il y avait 10 commandements qui étaient... Tu te laveras bien les mains, tu ne recevras pas tes amis à dîner. C'était la religion, quoi, du Covid. C'était le catéchisme de la société hygiéniste avec d'une bêtise et d'une infantilisation accablante. Ben, c'est toute cette régression-là. Je pense que nous sommes encore sortis nous ne sommes pas sortis de cette régression-là, et parce que... Et la question, c'est allons-nous en sortir? Parce qu'on a vu qu'hier... Nous n'avons pas eu les éléments de débat pour le faire. La Commission européenne, hier, a proposé de prolonger le pass vaccinal peut-être jusqu'à juin 2023. Oui, ils n'ont pas la marche arrière. Donc à partir du moment où vous avez une idéologie en route, c'est comme le communisme. Quand le communisme ne marchait pas, on disait ça ne marche pas parce qu'on n'en a pas fait assez. Donc on va continuer, et là on va vous dire l'hygiénisme ne marchait pas, mais on va continuer à vous en faire jusqu'à temps que vous arriviez à démontrer qu'en fait ce sont les vaccins qui ont réussi à éradiquer la maladie, ce qui ne semble pas non plus être le cas. Donc il faut sortir de ces certitudes, il faut sortir de ces enfermements intellectuels, il faut retrouver le débat, il faut retrouver la tolérance, il faut retrouver une vie saine, il faut retrouver surtout le goût du risque. On ne peut pas vivre comme ça sous la précaution d'un moindre risque. On tourne par rond, on va devenir fou. Il y a beaucoup de gens qui deviennent fous à force de ne plus pouvoir maîtriser leur propre vie. Alors on parlait de cette docilité des Français qui tranchaient avec la révolte des Gilets jaunes. Il y a quand même quelque chose qui converge entre les deux situations, entre les Gilets jaunes et les parias dont vous parlez et dont vous êtes, c'est ce côté diabolisation en fait qu'a mis en place le gouvernement. On se rappelle qu'au moment des Gilets jaunes, c'était Castaner qui était ministre de l'Intérieur, qui parlait de lèpre, de factieux. Darmanin a pris ensuite la suite. Et on a assisté à peu près au même type de langage avec le gouvernement, mais pas seulement avec le gouvernement. Et je vous propose d'écouter quelques propos de Robert Ménard, le maire de Béziers. Je pense que c'est terrible que 60% des Français puissent comprendre une violence pareille. Quand j'entendais, là, si j'ai bien compris, le Premier ministre se faire traiter de voyou ou d'assassin, c'est juste insupportable. Je pense que c'est une poignée d'antivax complotistes, pour certains antisémites, et qui sont donc d'une certaine façon négligeables. Donc ce sont des complotistes antisémites, le mot est lâché. Voilà comment résumer les opposants à la politique d'Emmanuel Macron. Je suis extrêmement déçu par ce manichéisme que reproduit Robert Ménard. Je ne comprends pas son raisonnement. Très franchement, je ne vois pas qui il veut flatter, sinon effectivement un sanitairement correct. D'autant qu'il se trompe parce que naturellement, il y a dans les antivax des illuminés qui pensent qu'il y a un complot mondial et qu'on va leur mettre des puces sous la peau ou je ne sais quoi. Mais enfin, ceux qui manifestent, d'abord, ce ne sont pas des anti-vax, ce sont des anti-pass. Et moi, j'ai manifesté avec eux parce que je m'opposais au pass. Et ceux qu'il appelle être des anti-vax, c'est-à-dire des gens qui doutaient sur l'efficacité du vaccin, s'avèrent avoir eu raison, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que ces vaccins ne fonctionnent pas. Et donc, il était complètement grotesque, insultant et ridicule que de n'avoir pas voulu entendre ce qu'il appelle les complotistes. Moi, je me rends compte que ceux qu'on appelle souvent les complotistes sont des gens qui ont simplement raison 3 mois avant les autres. C'est un petit peu ça ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a voulu faire comprendre à ceux qui doutaient des vaccins, et que j'en étais, sans encore une fois, je ne suis pas anti-vaccin non plus, en doutant des vaccins, ou même en pointant les effets secondaires de certains vaccins, et il y en a aussi beaucoup, on nous disait qu'on était complotistes, qu'on était imbéciles, qu'on était des obscurantistes, et Ménard a participé à cette régression intellectuelle-là. Et du coup, on assiste. Je ne sais, j'ai pas eu l'occasion. Mais Ménard est un ami. J'aurais presque eu envie à un moment donné de prendre mon téléphone et lui dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu agrées à ce consensus qui est construit sur beaucoup de mensonges, et singulièrement construit sur les mensonges des firmes pharmaceutiques elles-mêmes, parce que
Au bout du compte, le scandale, c'est que le discours politique a été influé par le discours médical, qui lui-même a été influé par le discours des firmes pharmaceutiques, qui elles-mêmes ont influé sur le discours de l'OMS voilà. Et personne ne s'est demandé si vraiment il était sain qu'il y ait d'abord, oui ou non, des conflits d'intérêts entre certains de ceux qui prônaient le vaccin et ceux qui avaient peut-être des liens avec ces firmes pharmaceutiques. Est-ce qu'il était sain de voir que ces vaccins encore expérimentaux étaient promus sur la place publique par des firmes qui allaient vous dire que ça marchait obligatoirement à 97%. Moi, je me souviens quand même de ceci. Et de Véran nous disant, il n'y a pas longtemps, il faut retrouver les phrases, que le vaccin fonctionnait à 97%. Parce que Pfizer disait la même chose. Et donc, je trouve que Ménard, qui a pourtant un esprit critique, là-dessus, a accompagné une facilité, une commodité, une paresse que je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas qui il voulait flatter, de qui il voulait se défaire. Mais en tout cas, les faits lui donnent tort. Est-ce que vous pensez que la présidentielle va changer un peu cette direction hygiéniste dont vous nous avez parlé, ou est-ce que finalement, vu la configuration des choses, on est parti, j'allais dire. J'aimerais, mais pour l'instant nous sommes dans un drôle de débat, dans une drôle de campagne où il n'y a pas de débat, puisqu'on est encore tétanisé par ceci, mais j'aimerais que ce problème, pas que ce problème-ci, mais que le problème de l'État hygiéniste soit posé dans son envergure potentiellement totalitaire, en tout cas dans son envergure totalisante, totale, c'est-à-dire de voir comment cet État hygiéniste peut avoir des incidences, ne serait-ce que sur nos libertés individuelles, parce que là, j'entends dire de la part du gouvernement qu'il parle beaucoup maintenant de liberté collective, qu'il dit que les devoirs doivent suppléer les droits, mais ce n'est plus là, du coup, on est dans une autre société. La société des Lumières a été construite sur des droits et non pas sur des devoirs. Les devoirs sont importants, mais les droits se définissent juridiquement. Les devoirs, ce sont des obligations morales. Donc on tomberait dans une sorte de monde d'ordre moral, d'ordre sanitaire, d'ordre policier, et si l'on ne voit pas les menaces qu'il y a derrière tout ceci, on ne veut rien voir. Et donc je voudrais que ce débat soit posé aujourd'hui par les candidats. Il l'est assez peu. Je dois reconnaître que Zemmour en parle bien timidement. Marine Le Pen en parle, je crois, bien timidement. Enfin, je n'entends pas bien. Quant à Mme Pécresse, je crois bien qu'elle n'en parle pas du tout, puisqu'elle réclame elle-même les passes sanitaires, des vaccinations et tout cela. Tout en disant que ça ne sert à rien. Peut-être, je ne me souviens plus exactement de ce qu'elle a dit, mais c'est bien possible. Elle a expliqué que quand il entrera en vigueur, ce serait trop tard. Et donc, je crains qu'on ne tombe à nouveau dans une fausse campagne, comme on avait connu cette fausse campagne précédente, où l'on avait parlé que du costume de M. Fillon ou du scandale lié à l'emploi de son épouse, etc. Et on avait parlé de rien d'autre que de ceci. Et là, je crains, si c'est ça... Une deuxième campagne dérobée, quelque part. Si c'est ça, ce sera désespérant. On nous aura volé une deuxième campagne. Donc j'espère que je vais tout faire de mon côté pour essayer d'alerter, pour dire qu'il faut poser tous ces grands problèmes, et singulièrement le problème, mais pas que celui-ci, mais ce problème de la crise sanitaire et de son instrumentalisation politique me semble être un problème de fond. En effet, il faut vite se demander à ce que des philosophes, des intellectuels viennent en renfort pour nous alerter sur les dérives qui sont celles qui ont été acceptées. Sur le glissement de la civilisation. Notre glissement de civilisation depuis le 12 juillet dernier. Nous sommes passés, de mon point de vue, encore une fois, dans une autre société policée, une société du non-contact, une société de la servitude volontaire, une société de la surveillance numérique, enfin la société épouvantable que l'on voit en Chine. Vous avez des images maintenant où les gens non seulement ne se touchent plus la main, mais dans des restaurants, vous avez les plats on a vu ça récemment, vous avez des plats qui vous arrivent automatiquement, les gens sont coiffés, enfin sont protégés de A à Z, on ne voit plus les regards, etc. Donc moi je voudrais qu'on rétablisse la poignée de main, qu'on puisse à nouveau s'embrasser, etc. Et qu'on puisse vivre normalement sans avoir peur de son voisin. On nous bassine en disant qu'il faut naturellement respecter l'autre et ne pas avoir la haine ou la peur de l'autre, mais là on est dans une société aujourd'hui qui est effrayée par son propre voisin et on est prêt à le dénoncer. Donc je veux sortir de ce monde immonde. Eh ben merci beaucoup, Yvan Rioufol. Espérons qu'on sorte de ce monde immonde, justement. Je rappelle aux téléspectateurs votre dernier ouvrage, Journal d'un paria. C'est vos bloc-notes 2020-2021. Vous pouvez le retrouver sur le site de tvliberté.com. Et bien sûr, c'est publié par les éditions L'Artilleur. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de commenter, de partager et de cliquer sur le pouce en l'air. À la semaine prochaine.